Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. De tout temps, l'humanité a toujours su cultiver l'art de raconter des histoires. Cet art est au cœur du lien social, il en est même l'essence. Aujourd'hui, dans nos mondes hyper connectés, la façon dont on raconte les histoires évolue. Dans cet épisode, je vous invite à réfléchir au pouvoir de la narration et à son rôle essentiel et fondamental lorsqu'on souhaite expérimenter de multiples changements sociétaux. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laureline Dargerie. Laureline, tu es experte en storytelling, tu joues avec les mots et les histoires, tu aimes raconter de nouveaux récits, tu es également très engagée au service de la transition écologique et sociale, et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, bienvenue chez Basilic. Eh bien, merci beaucoup, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ça va être très chouette d'échanger avec toi. Pour commencer, en préparant cette interview, j'ai lu à plusieurs reprises que tu t'identifiais comme une utopiste réaliste. Alors j'ai très envie de savoir ce que ça veut dire et que tu nous racontes un petit peu ce que tu mets derrière ces deux mots. Ouais, bon, alors déjà je ne l'ai pas créé, c'est quelque chose qui existe. Ce que j'aime bien dans utopiste réaliste, c'est qu'on pourrait croire que c'est un oxymore, c'est-à-dire deux mots opposés qu'on appose. Et moi je trouve que c'est un peu un pied de nez, parce que quand on dit aujourd'hui t'es une utopiste, il y a un peu une impression de t'es naïve, t'es bien mignonne avec tes nouveaux récits, mais c'est pas ça qui va transformer le monde. Or, je trouve qu'il y a beaucoup de politique derrière le rêve, derrière les utopies. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été créé, pour transformer nos sociétés. Et du coup, utopiste réaliste, c'est aussi pour montrer qu'il y a vraiment, c'est pas juste des rêveurs et des rêveuses qui collectivement se mettent ensemble, c'est vraiment un pouvoir de transformation de nos sociétés, structurellement. Donc voilà, j'aime bien mettre ça, et c'est aussi pour montrer que je suis dans l'utopie, c'est-à-dire que je cherche à transformer nos récits, créer des alternatives, mais en même temps, je suis sur le terrain et j'essaie de les appliquer, de trouver ce qu'on appelle des récits de transition pour arriver vers ces utopies. Donc voilà, c'est vraiment, je suis une rêveuse, je suis une utopiste, mais je suis ancrée dans le réel, je m'inspire du réel pour mieux le transformer. Je voulais, pour commencer et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, parler de ton podcast, puisque tu as un podcast depuis quelques temps qui s'appelle Mirage et qui a justement cette volonté d'explorer ces nouveaux récits, de les écrire, de contribuer à les façonner. Alors, je voulais savoir déjà un petit peu pourquoi tu avais choisi le format podcast. Tu l'as dit, tu adores l'audio, moi aussi évidemment, mais pourquoi ce format plus qu'un autre ? Et qu'est-ce que tu nous racontes dans tes épisodes ? Alors, pour commencer sur le format, moi je suis une grande consommatrice de podcasts. J'adore l'audio. Je trouve qu'on est dans une société qui est quand même pas mal inondée par l'image. En plus, à l'heure de l'intelligence artificielle, avec les deepfakes, etc., je trouve que l'image devient peut-être trop omniprésente, je sais pas. En tout cas, ça capte l'attention de façon parfois assez brutale. Donc j'aime l'audio parce qu'on peut vraiment déconnecter. Et en plus, quand on parle de nouveaux imaginaires, je trouve que vraiment dans le podcast, il y a quelque chose d'assez fort pour créer des univers. On n'est pas imposé par des images. C'est comme quand on lit un livre, on n'a pas les images forcément. Donc on est obligé de dérouiller nos imaginaires pour se transporter, imaginer d'autres choses. Donc je trouve que ça apporte une forme de liberté. Et cet univers de l'audio, mais pas que, je dirais, on a quand même du mal à trouver globalement des fictions utopistes, même dans les ouvrages, dans les romans jeunesse. On en trouve, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même beaucoup plus difficile que de trouver des ouvrages dystopiques. Effectivement. Alors moi, je trouve que la dystopie a tout autant d'utilité que l'utopie. Je n'étais pas toujours sûre de ça. Maintenant, je le suis. Effectivement, ça permet de déclencher des réactions assez fortes. Mais on est inondé de dystopie aussi. Enfin, surtout, d'ailleurs, dans les séries. Tout ce qui est Netflix et plateformes ont beaucoup alimenté l'univers dystopique. La bande dessinée aussi. Et dans les romans, il y a quand même pas mal d'utopie. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, comment on le retranscrit à l'image, justement, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé d'alternative assez forte. Et c'est dommage parce que du coup, nos imaginaires sont quand même assez enfermés dans certains imaginaires plus dystopiques.
qui peuvent enfermer aussi les gens à passer à l'action. Et puis ça restreint forcément aussi l'impact de ces récits utopistes, puisque ce sont principalement des romans, donc ça s'adresse aussi qu'à une certaine partie de la population. Tout le monde n'a pas Exactement. forcément envie de se plonger dans ce type d'ouvrage. Et c'est vrai, je te rejoins, que si sur Netflix et les autres plateformes, on retrouvait plus de films, de séries, de dessins animés, ça nous ferait beaucoup de bien. On n'y est pas encore, mais justement, on va essayer de comprendre pourquoi on n'y est pas encore aujourd'hui. Toi, tu es vraiment experte du storytelling, tu en as fait ton métier. Qu'est-ce que c'est déjà que le storytelling ? Parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais j'aimerais bien que tu nous l'expliques à ta façon pour les auditeurs et auditrices. Et pourquoi est-ce que c'est si important de bien le maîtriser et de bien maîtriser son storytelling ? Alors, storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter des histoires. C'est un terme qui est un peu marketé, mais ça existe depuis toujours, le storytelling. En fait, depuis la nuit des temps, on est un animal de narration. D'ailleurs, on dit homo narratus, c'est-à-dire un être de récit, de narration. C'est ce qui nous permet de rester en vie, littéralement. C'est en fait le fait de raconter des histoires, c'est ce qui permet de faire société, de faire passer des messages qui sont en fait super importants, de transmission de valeurs. Donc on a toujours été des storytellers. C'est juste que ça a été un peu marketé parce qu'ensuite la publicité s'y est mise, les entreprises, etc., qui ont vu qu'il y avait un pouvoir assez immense dans le storytelling. Du coup, concrètement, le storytelling, c'est raconter des histoires. Et pour le faire, on va activer plein de leviers qui sont en fait de la rhétorique. Donc ça va être autant réussir à transmettre des émotions fortes, trouver les bonnes émotions selon les cibles, s'adresser à sa cible et après activer des figures de style, des manières de parler pour convaincre et persuader une audience. Mais en fait, on le fait tous les jours parce que si tu passes un entretien d'embauche, a priori, tu vas faire un petit storytelling, tu vas pas juste lire ton CV. Si demain, tu as un discours de mariage, tu vas aussi faire du storytelling. Si tu as un date, aujourd'hui on en parle, les dates, tout le monde fait un peu de storytelling, on se raconte d'une autre manière. Les entreprises le font aussi, donc tout le monde fait du storytelling. Maintenant, il faut le faire de façon consciente et éthique. Ça, c'est quelque chose de super important pour éviter tout ce qui est greenwashing, pinkwashing, enfin, toutes les problématiques qui ressortent beaucoup. Du coup, il y a des outils, mais il ne faut pas les mettre dans les mains de tout le monde. Enfin, alors là, on rentre dans la politique, mais aujourd'hui, les partis d'extrême droite, Trump, font du storytelling, très bien, on ne peut pas le retirer, mais à mauvais escient, donc c'est assez dangereux. Voilà. C'est très dangereux et très terrifiant même, je trouve, à l'heure où sur les réseaux sociaux, on s'appuie aussi que sur de brefs instants de storytelling. Tu vois, on va se concentrer sur une petite vidéo de 15 secondes. Exactement. En ayant l'impression d'avoir compris l'intégralité de l'histoire, du récit qu'on veut nous raconter. Ouais. J'imagine que si tu as choisi le format podcast, c'est que tu veux prendre le contre-pied de cette tendance. Ça va de soi. Tu le disais, le storytelling est partout. C'est l'essence même de nos sociétés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'individus, s'armer pour parvenir à décrypter ce qui pourrait être un bon storytelling, ou en tout cas un storytelling éthique et conscient, versus un storytelling qui aurait pour but de nous inciter à je ne sais quoi, soit effectivement, tu le disais, pinkwashing, greenwashing, mais aussi sur des sujets bien plus graves, des sujets de société. Comment est-ce qu'on arrive à percevoir un petit peu ces subtilités-là ? J'imagine que toi, tu passes ton temps à décrypter les discours de marque, les discours des politiques. Mais voilà, nous qui n'avons pas ces bases, comment est-ce qu'on peut faire pour s'armer face à ça aussi ? Alors moi, ce que je trouve assez difficile à notre époque, c'est que c'est de plus en plus dur en fait, de décrypter les récits. Du coup, j'essaie surtout de responsabiliser les marques des personnalités publiques. J'aimerais qu'on légifère davantage. Ce n'est pas encore le cas, mais ça vient en Europe, en tout cas, sur le greenwashing. Mais en tant qu'individu, ça peut être difficile. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle est en train d'accélérer. On a l'impression de rentrer en plein 1984. Aujourd'hui, même décrypter une image vraie, une image fausse, c'est de plus en plus dur. Donc à partir de là, on accélère en fait une course au contre-récit, au faux récit. Et nous, en tant que citoyennes, citoyens, je pense qu'il faut du coup prendre le temps d'analyser les informations,
déjà, il y a des médias qui sont reconnus pour avoir des pratiques journalistiques alignées avec... qui font ça de façon tout à fait éthique. Donc, moi, j'aurais tendance à dire de plutôt lire sur des médias qu'on sait sérieux, qui font on dit du fact news, qui vont toujours vérifier à la source l'information. Normalement, le journaliste, c'est une temporalité longue, ça l'est de moins en moins, mais justement parce qu'il y a besoin de vérifier toutes les sources d'information, de les croiser. Donc par exemple, je sais que le monde diplomatique est assez bon là-dessus. C'est parfois ils font des enquêtes qui peuvent durer vraiment des mois, voire des années. Idem pour Mediapart, qui fait aussi des enquêtes qui sont vraiment longues et avec beaucoup de sources. Donc voilà, choisir ses ressources et faire confiance. Faire confiance aux scientifiques aussi. Je trouve que de plus en plus, on remet en question. On cherche à savoir s'ils disent vrai ou faux. Moi, je considère que si je ne suis pas astrophysicienne, je ne peux pas en fait vérifier la théorie du trou noir, etc. Donc faire confiance aussi aux vulgarisatrices, vulgarisateurs scientifiques. Et ensuite, sur les marques, c'est prendre le temps de se renseigner. Donc une marque qui se dit... je vais prendre des exemples, mais par exemple, une marque d'aviation qui tient des messages green, de protéger la planète, c'est pas vraiment possible aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'est vérifier l'authenticité des propos. Est-ce que dans les équipes, parce qu'il y a aussi des marques qui se disent socialement engagées, mais si dans leurs équipes, tout le monde est complètement blanc, du même niveau social, etc., il y a un désalignement, donc c'est des incohérences narratives. Et dans ce cas, on n'est pas aligné sur le récit. On en revient quand même toujours à ce travail de la part des individus de vraiment se renseigner. Et dans ce monde de l'instantanéité où on est abreuvé d'images et de contenus, je sais à quel point c'est difficile de prendre le temps de se renseigner. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut aussi apprendre à faire à, je pense, nos enfants, en tout cas les enfants autour de nous, pour qu'eux aussi soient armés, parce qu'on le voit aux États-Unis, mais c'est un peu notre labo d'études en ce moment, les États-Unis, malheureusement. On voit à quel point on peut perdre le fil face à ces informations et qu'on n'arrive plus du tout à déceler ce qui est vrai, ce qui est faux. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps et je te rejoins là-dessus. C'est pas facile et je pense qu'on va y revenir. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'on se laisse un peu submerger parce que tout ça est très nouveau. On a l'intelligence artificielle, générative qui est arrivée dans nos vies très vite. Mais j'ai l'impression qu'on va, en tout cas je suis convaincue, au fond de moi bien. J'ai envie de l'être, qu'on va revenir à ces temps longs d'information et qu'on en a besoin et qu'on va se rendre compte qu'on en a besoin. Vraiment, j'ai envie d'y croire. Et quand on voit l'essor, par exemple, des podcasts, ça nous montre aussi qu'il y a un intérêt pour ces formats longs, ces formats approfondis, ces formats d'échange. Donc c'est quand même assez rassurant, en tout cas, je trouve ça assez rassurant. Ouais, je suis d'accord, et vraiment le faire confiance, j'en parle de plus en plus. Je trouve qu'on a tellement été abreuvé de fake news qu'aujourd'hui il y a une défiance que je comprends. Mais on sait qu'il y a des institutions qui peuvent, en fait, ça serait des exceptions, on peut leur faire vraiment confiance. Et donc encore une fois, choisir ces bons médias. Moi j'aime bien lire en papier, par exemple, parce que c'est des articles qui ont été... rédigé dans des temps aussi plus longs. T'es pas avec toutes ces publicités qui pop, donc t'es vraiment dans l'information pure et après tu peux prendre un temps de digestion. Et moi je fais quelque chose que j'aime bien, c'est aussi avec des groupes d'amis ou personnes autour de moi, faire des mini-débats sur des sujets de société et faire évoluer comme ça des idées qu'on a, des doutes, des points de vue. Des points de vue, etc. Sympa. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Soirée débat. En fait, de le thématiser, parce que je pense que ça arrive assez facilement dans un groupe d'amis, etc. Mais de le thématiser et de savoir que tout le monde est là pour la même chose, je pense que ça incite quelque chose aussi de différent et une autre dynamique, parce que le risque aussi, c'est qu'on puisse avoir certaines personnes qui se mettent en retrait, parce que pas forcément en confiance, pas forcément sûres de leurs opinions, etc. Tandis que si là, c'est... presque écrit noir sur blanc en disant ce soir soirée débat, apéro débat, je pense que ça peut être une très bonne idée. En tout cas ça va prendre à la maison, c'est sûr. Ouais,
On a parlé un petit peu du storytelling, tu nous as dit à quel point il était important de travailler la façon dont on raconte des histoires. Tu le sais, chez Basilic, on s'intéresse particulièrement à la transition écologique et sociale. C'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et moi j'avais envie de comprendre avec toi, peut-être que tu nous aides à décrypter, à analyser un récit qui permettrait d'encourager le changement, qui permettrait d'inciter le changement, puisque c'est vraiment le cœur de ton métier. Qu'est-ce qu'on raconte pour donner envie aux individus, aux politiques, au monde de transitionner, d'évoluer, de changer? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même du mal à se représenter tout ça. Et évidemment, des médias comme le tien, comme le mien et tout plein d'autres font ce travail-là, mais on reste des toutes petites fourmis. Oui. Donc voilà, comment est-ce qu'on raconte ces histoires autrement ? Ça, c'est une bonne question parce que c'est une question que j'aborde par le comment déjà. Comment on va raconter ces histoires. Aujourd'hui, en tout cas sur le territoire français, dans mes recherches, je me rends compte que c'est beaucoup un milieu d'entre-soi qui est sur les nouveaux récits. Alors ça ne veut pas dire que l'intention n'est pas du tout bonne derrière ces personnes, mais on est sur un milieu qui est, comme dans le milieu RSE d'ailleurs, qui est complètement similaire. Ce qui fait qu'on a une typologie de récits alternatifs qui est en train d'émerger, mais qui n'épouse pas du tout en fait, la population française dans toute sa diversité. Ça, c'est inquiétant parce que les nouveaux récits, il y a quand même une responsabilité de créer une utopie qui ne dévie pas vers une dystopie, comme on a eu souvent dans l'histoire. Et pour ça, Édouard Glissant, qui est un penseur que j'adore, c'est un philosophe, écrivain, il a beaucoup travaillé sur le sujet des utopies. Justement, sous le prisme, il appelle ça la créolisation, c'est-à-dire réussir à créer par la diversité des récits émergents. C'est ce qui va faire la richesse d'un récit et surtout la longévité. Du coup, je dirais que pour faire émerger des récits qui auront un impact, qui auront une forte résonance, il faut commencer par casser le système qu'on est en train de créer en ce moment et de faire venir des profils issus de la diversité. Les nouveaux récits francophones, la francophonie, elle est très diverse, donc s'ouvrir aussi sur tous les autres pays, les autres régions. Et en fait, c'est le seul moyen, selon moi, de créer un nouveau récit, des nouveaux récits qui seront forts, qui seront riches et qui auront aussi toute une complexité forcément pour savoir quel monde on a envie de créer demain. Donc pour donner un exemple, moi je fais pas mal d'ateliers d'utopie qui sont plutôt pour moi un peu des zones d'expérimentation de mes recherches pour comprendre comment les nouveaux récits se nourrissent, comment ils se créent, comment ils se mettent en place. Et récemment, je l'ai fait avec un groupe d'une 30aine de personnes qui était vraiment une super représentation de la diversité. Donc, il y avait des personnes déjà de tous niveaux sociaux, des femmes voilées, des personnes noires, des personnes avec handicap. On avait vraiment toutes les typologies. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'au moment où on fait fusionner les utopies individuelles, là, il y a vraiment eu des difficultés pour se comprendre, pour être d'accord avec la vision des autres, pour avoir envie de créer ces utopies. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Et c'est comme ça qu'on va arriver à recréer un dialogue, déjà social, réussir à faire rêver tout le monde, parce que tout le monde a le droit de rêver, et surtout créer un futur qui aura des possibilités immenses et où tout le monde aura sa place. Tu le disais, il y a eu des difficultés pour se projeter dans les récits, dans les utopies partagées par les autres participantes et participants de cet atelier. Comment est-ce que ça s'est terminé ? Est-ce qu'ils ont réussi à avancer ensemble ? Personne s'est entretué. On est content. C'est là qu'il y a un rôle de facilitation qui est important. C'est vraiment de comprendre que c'est pas parce qu'on a des visions différentes qu'on va pas trouver des zones de compromis. Donc en fait, on a vraiment accompagné les groupes là-dessus, c'est-à-dire, ok, alors là on a un débat, on va essayer de comprendre pourquoi toi tu as cette vision et toi tu en as une opposée, etc. Donc on tirait vraiment pour voir qu'en fait, c'est des sensibilités différentes, parfois des traumatismes aussi différents, etc. Et ça s'est bien fini. En fait, ils ont compris qu'ils pouvaient choisir. Ils n'étaient pas obligés de toutes et tous avoir leur utopie dans l'intégralité, dans l'utopie collective, mais des parcelles, des fragments. Et qu'en fait, on pouvait faire cohabiter plein de fragments qui, ensemble, se retrouvaient. Et c'est en fait un socle de valeurs commun sur lequel on ne déroge pas. Et ensuite des imaginaires qui se cumulent et finalement qui s'enrichissent aussi.
Donc c'était assez positif sur la fin. Tant mieux, ça donne envie. Ensuite, ces ateliers, ils ont pour but d'être retranscrits. Qu'est-ce que tu vas en faire de toute cette matière? Parce que c'est une matière C'est vrai que c'est une matière. très riche pour toi. Ouais. Alors moi, c'est vraiment plus dans une démarche de recherche. Donc justement, ça m'aide à voir, parce qu'au début, dans mes premiers ateliers, je me suis rendu compte que ça attirait une certaine catégorie de personnes, ce qui est très bien, mais où du coup, c'était assez facile en réalité. Tout le monde se retrouvait dans un peu les mêmes écritures d'utopie. Du coup, je me suis dit, bon, ça bloque pas. Mais on retombait sur ce que tu disais Exactement. Au début. Et du coup, j'ai fait l'exercice d'aller chercher aussi des profils, de changer mes communications pour m'adresser à d'autres personnes ou aussi m'appuyer avec des partenaires qui travaillent avec différents publics. Et après cette matière, aujourd'hui, donc il y a des lettres qui ont été envoyées, des lettres à des mairies, parce que j'ai pas mal travaillé avec des institutions municipales ou régionales. Et du coup, on envoyait des lettres du futur aux politiques actuelles, parce que les municipales se rapprochent, pour qu'ils voient officiellement à quoi rêvent leurs citoyennes et citoyens. Donc voilà, on fait des lettres. Moi, j'essaie de tout garder et de tout archiver. Et je pense justement à un moment peut-être créer une forme de boîte postale utopique. Je ne sais pas si ça sera les timbrés ou un jeu de mots comme ça, pour voir un peu la diversité des rêves et vraiment aller chercher plusieurs catégories différentes de personnes pour avoir une richesse de récits partagés. Ça donne envie, j'aime beaucoup ce format lettres du futur. Ouais. C'est le format qu'on retrouve aussi dans des ouvrages comme Les Utopiennes, des éditions La Mer Salée. Et vraiment, on se plonge dans ces récits très facilement. Ouais. Et je trouve ça toujours bienveillant, en fait, le côté lecture d'une lettre. Tu sais, il y a un petit côté un peu cocon de j'ai le plaisir de m'installer, de lire une lettre qui m'a été adressée. Et voilà, moi, je trouve que ça fonctionne très bien sur moi, en tout cas. J'adore. Moi aussi. Est-ce que tu as travaillé autour de ces questions avec les enfants aussi? Ouais, alors je commence. Je vais notamment avoir une enquête de Mirage où ça sera justement les nouveaux récits chez les enfants. Je trouve ça fascinant. Alors moi, j'étais éditrice auparavant et j'ai travaillé une partie chez Gallimard Jeunesse, donc vraiment des récits pour les enfants. Et j'adorais. Enfin, je trouvais que... Alors, j'adore la littérature générale, mais dans la littérature jeunesse, il y a vachement plus d'imagination. C'est très débridé. Il y a aussi beaucoup plus d'ouverture, finalement. Là où pas mal de débats sont cristallisés à l'âge adulte, on se rend compte que chez les enfants, en fait, il n'y a pas vraiment de débat jusqu'à ce que ça se construise. Et du coup, c'est très positif. Sur les imaginaires, moi, dans mes ateliers ou mes recherches, c'est beaucoup de dérouiller les imaginaires, parce qu'on dit que nos imaginaires ont été colonisés, qu'on est pas mal sous influence de récits dominants. Les enfants, ils n'ont pas encore ça. Donc en fait, il y a toute cette passade que j'ai pas besoin de travailler avec les enfants. Ils sont déjà ouverts à imaginer plein de choses un peu folles, possibles, etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse chez les enfants, c'est de les faire dialoguer avec les adultes. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Co-construire des récits entre des jeunes ou des enfants et des adultes, ça ouvre les adultes à un peu plus de simplicité, moins de langue de bois, on va directement au point. Les enfants, en plus, ont cette faculté de poser des questions assez désarmantes. Et donc, j'aime ça. Et on avait fait notamment, c'était comme une grande assemblée citoyenne. Il y avait des scientifiques, des élus locaux, mais aussi des citoyennes et citoyens. Il y avait des jeunes. Et je trouvais qu'entre des élus et des jeunes, tout d'un coup, ça oblige en fait à transmettre des messages directs qui se comprennent facilement et où justement le storytelling qui parfois englobe et fait oublier certaines choses se retire pour aller à l'essentiel. Donc ils sont, moi je dis toujours, les enfants au gouvernement, il faudrait qu'ils aient une place. Parce que leur futur, c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Et voilà. Et puis, ils font preuve de beaucoup de légèreté dans la façon dont ils approchent les sujets et de simplicité, en fait. Ouais. Et c'est vrai que nous, on s'autorise plus vraiment à rêver tel qu'ils le font. Tu dirais que si on parle des romans, des ouvrages jeunesse, à partir de quel âge est-ce qu'on observe dans la littérature française que les imaginaires commencent à se verrouiller, tu vois, à partir de... Est-ce que c'est le roman pour ados, jeunes adultes? Toi qui as travaillé dans l'édition, est-ce que tu as un regard là-dessus?
Alors je sais que ça change très vite. Donc déjà entre mon époque et aujourd'hui, je crois que ça a vachement évolué. Moi, le livre que j'aime bien parce que je trouve qu'il traverse les âges, c'est Le Petit Prince. Il y a des livres comme ça qui ont cette faculté de s'adresser autant à des tout petits à qui on va lire l'histoire et des adultes. Moi, j'ai l'impression que ça se verrouille encore plus tôt qu'avant. Peut-être parce que les réseaux sociaux sont arrivés, je sais pas, il doit y avoir des perceptions différentes. Mais il y a comme des livres Harry Potter qui, je sais, ont permis justement de s'infiltrer à des âges. L'adolescence, c'est souvent là où on commence un petit peu à avoir des difficultés. Harry Potter, ça a permis justement de créer des ponts d'imaginaire qui se poursuivaient. Donc voilà, je pense qu'en littérature, j'ai lu quelque chose, donc là, je suis plus dans le milieu, donc c'est ce que j'ai vu, mais que j'aime lire, c'est devenu un j'aime pas lire, parce qu'il semblerait qu'il y ait plus de difficultés au goût de la lecture, à ces imaginaires, donc je crois que c'est vraiment en train de bouger. Et ça, il faut vraiment le préserver. Il faut à tout prix que l'enfance reste un terreau d'imagination très fort, parce que ça crée des adultes plus libres, plus engagés, plus créatifs, et on en a vraiment besoin. Je te rejoins tout à fait. Tu le disais tout à l'heure, nos esprits, nos imaginaires sont colonisés par des types de récits dominants. Alors notamment un récit qu'on pourrait qualifier de consumériste, Oui. Qui est donc cette idée de toujours posséder plus de choses, d'acquérir, et un récit qui donnerait plutôt plus de poids à la théorie de l'effondrement où voilà, notre civilisation va disparaître et ça va être le chaos. Alors on comprend bien que ces deux types de récits, on a grandi avec effectivement. Pour autant, il existe plein d'autres récits qu'on peut imaginer. Cette colonisation de nos imaginaires, comment est-ce qu'on peut la désamorcer ? Alors évidemment avec des travaux comme les tiens, mais voilà, comment est-ce qu'on peut petit à petit s'autoriser, même nous, à rêver différemment ? Parce que on est, tu le disais, hein, on est verrouillé, on a du mal à se projeter dans autre chose. Qu'est-ce que toi tu fais pour rêver autrement ? Déjà, ça se muscle, l'imagination. Enfin, souvent, on me demande comment je fais pour avoir autant d'imagination. En fait, je la muscle. Donc je lis beaucoup, je suis assez curieuse, donc je vais autant regarder des documentaires que des films de Miyazaki, des films, enfin tout type de films. Je vais essayer vraiment de m'alimenter de beaucoup de choses différentes. J'ai aussi cette certitude que la poésie a un pouvoir immense. On l'avait un peu perdu, et là je suis contente de voir que ça revient sur le devant de la scène, chez les jeunes notamment, donc ça c'est vraiment important. La poésie, elle a un pouvoir immense, Aurélien Barraud, il en parle aussi, de créer une révolution poétique. En fait, ça transcende la réalité, ça amène vraiment une forme de magie dans la manière dont on va prononcer les mots, les agencer. D'ailleurs, les sorcières devaient prononcer des formules magiques qui parfois ressemblaient à des poèmes pour... moi, j'aime beaucoup les sorcières, je ne trouve pas que ce soit des figures franchement dangereuses. Donc voilà, je pense que les imaginaires, il faut les muscler. Et on y revient, mais à une époque où on est très capté par les réseaux sociaux, par du contenu souvent assez vide finalement. C'est presque militant de se retirer et se forcer à prendre des temps longs, des temps de lecture, des temps... Moi, je flâne beaucoup. Alors, il faut avoir le privilège d'avoir des temps pour flâner, mais quand on a l'occasion, je marche sans écouteurs. C'est vraiment laisser son esprit divaguer. Ça, c'est des routines assez connues chez les artistes. C'est vraiment couper toute forme de musique ou autre. Et en fait, on voit que nos esprits divaguent et c'est là qu'il y a des idées qui viennent et qu'on voit les choses autrement. Observer la nature. À Paris, les gens disent qu'il n'y a pas de nature. Il y a plein de nature à Paris. Les pigeons, je veux dire, si on les observe... Il y a plein de choses à observer. Plein de choses à observer. Donc, c'est se forcer à ça, mais aussi avoir conscience qu'on a toutes et tous un prisme, même dans nos imaginaires. Donc, on revient à la colonisation des imaginaires, et qu'il faut absolument déconstruire, c'est-à-dire ouvrir ces imaginaires à d'autres possibles. Et du coup, par exemple, dans la littérature, si on lit des livres, c'est se forcer aussi de lire d'autres cultures, des personnes d'autres horizons. En littérature, en ce moment, c'est un sujet parce que
Comme dans les nouveaux récits, d'ailleurs, les personnes noires sont très peu représentées alors qu'il y a une culture immense de la littérature. Donc là, c'est en train de s'ouvrir vraiment. Ça change. Dans les jeux vidéo aussi, c'est en train de changer. Il y a une chercheuse, une experte qui s'appelle Jennifer Lulo, qui travaille sur décoloniser les jeux vidéo et aussi arrêter le sexisme. Parce que les jeux vidéo, ils ont moi, je n'y joue pas personnellement, mais je sais qu'ils ont un effet immense sur la construction d'imaginaire collectif. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, mais d'avoir conscience de ça, de le déconstruire. Et c'est pour ça que j'y reviens souvent, mais dans le cercle des nouveaux récits, c'est peut-être ce qui m'avait frappé en premier dans mes recherches en France, c'est que finalement, c'est majoritairement tenu par des hommes blancs, qui ont des très bonnes intentions, mais c'est en train de réorienter les constructions de ces nouveaux imaginaires et il est encore temps de le changer et de faire venir des profils différents, des chercheuses et des chercheurs de la francophonie pour absolument enrichir ces imaginaires collectifs, sinon ils vont reprendre une même direction qui sera problématique in fine. Une direction qu'on n'a pas envie de voir non. venir. Se répéter finalement. Non, voilà, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Laureline. C'était très intéressant d'avoir ton point de vue sur ce sujet. Est-ce que toi, il y a peut-être des auteurs, des autrices, des philosophes, tu as cité tout à l'heure un philosophe, ou même des sociologues qui t'inspirent, dont tu pourrais peut-être recommander les travaux? Oui, il y en a plein. Moi, le livre qui m'a ouvert au nouveau récit et surtout qui m'a sorti de mon éco-anxiété, c'est Ecotopia d'Ernest Callenbach. C'est un livre des années 70. Je le donne à toute personne qui est en crise d'éco-anxiété. Je dis quelques pages avant de se coucher et déjà ça va mieux. Parce que je trouve que c'est un livre qui est assez... pourtant, c'est les années 70, mais qui est assez... ça pourrait vraiment advenir. Il est assez réaliste, en tout cas, il recrée un nouveau monde, mais qu'on pourrait tout à fait mettre en place. Ensuite, il y a une autrice française que j'aime beaucoup qui s'appelle Ève Gabrielle Desmanges, qui est d'ailleurs aux éditions de La Mer Salée. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a une double casquette. Elle est à la fois autrice de romans d'anticipation qui mêlent dystopie, utopie de façon, moi j'aime beaucoup, très équilibrée. Et en même temps, elle est élue locale écolo. Donc en fait, c'est des transitions que j'adore parce que elle imagine, elle met en papier et ensuite elle peut même expérimenter des parties qui réalimentent ses prochains récits. Donc vraiment, lisez ses livres, c'est vraiment super. Ouais, c'est vraiment des super ouvrages et elle est à la fois sur le terrain et en même temps elle nous emmène dans un univers dont on n'a pas connaissance aujourd'hui. Ouais. C'est assez bluffant. Ah ouais, c'est bluffant, hein. Et on a envie d'y aller. Ouais. Donc ça, c'est assez puissant. Et après, alors oui, Aurélien Barraud, je le recommande à tout le monde. Et ensuite, moi, je lis beaucoup de poésie. Je recommande Sangor, qui est c'est une poésie très puissante, qui donne envie de soulever le monde et de tout changer. Donc c'est très beau. Et je dirais, pour terminer, alors c'est la dystopie, mais je trouve qu'elle l'a fait de façon très intelligente. C'est Margaret Atwood, qui a écrit The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate. Et elle l'a écrit aussi il y a très longtemps. Malheureusement, c'est assez réaliste. Elle en parle d'ailleurs. Elle dit que ça rattrape sa réalité. Mais c'est aussi de s'intéresser à l'autrice qui a une démarche passionnante et qui utilise la dystopie pour justement créer des éveils de conscience. Donc voilà, Margaret Atwood, je l'adore. On a quand même la chance d'avoir de nombreuses initiatives qui sont très positives et qui nous aident à façonner, à imaginer ces nouveaux récits. Je pense notamment, mais alors pas que du tout, c'est pas du tout exhaustif comme liste, à la fresque des nouveaux récits, à l'Institut des futurs souhaitables. Est-ce que toi, voilà, il y a des structures, des associatives ou pas, que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Alors déjà, j'en ai testé plusieurs. Je trouve que c'est un travail qui est nécessaire parce que ça permet de dérouiller les imaginaires, ça permet aussi de recréer un dialogue social. Parce que quand on est toutes et tous autour d'une table à imaginer un futur souhaitable, forcément, ça crée des liens. Donc je trouve qu'ils font un travail remarquable. Ça bouillonne pas mal en France en plus, comparé à d'autres pays, donc c'est chouette.
Moi, j'ai Adrien Rivière, qui est un chercheur qui était d'ailleurs sur le podcast, que je recommande beaucoup. Il propose des ateliers de prospective. Et c'est marrant parce qu'il peut jouer autant sur les dystopies que l'utopie. Lui, justement, il muscle ses imaginaires en montrant comment on transforme les futurs, etc. Donc vraiment, je le recommande. Et moi, j'en ai testé plusieurs. Je trouve qu'ils sont tous vraiment à tester, quoi. De toute façon, ça prend, c'est des heures de gagner, je trouve, dans une vie. Et voilà, encore une fois, par contre, le seul bémol et point d'intention assez fort que je pourrais mettre, c'est que autant les équipes derrière que les personnes qui participent, c'est que les mêmes profils. Ouais. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de diversité. En échangeant avec... j'avais fait un micro-trottoir sur les rêves. Et il y avait un jeune qui me racontait qu'il venait d'un quartier prioritaire, etc. Et il était trop content de répondre à ces questions d'utopie. Et il me disait, franchement, on ne pose jamais les questions, quoi. Enfin, il connaissait aucune de ces phrases. Donc je pense qu'il y a un problème de communiquer différemment pour toucher d'autres publics. Et après, il y a des assos comme Banlieue Climat qui font un boulot de dingue que j'adore. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer, surtout pas arrêter, mais transformer un peu quand même de l'intérieur et de l'extérieur pour que ça devienne un outil vraiment... en plus, ça ne peut que l'enrichir et avoir encore plus d'impact, en fait, de s'ouvrir. Et puis tu le disais, il faut une grande dose de curiosité et dans ce type d'atelier, on a besoin de croiser les regards, on a besoin de croiser les profils. Et je te rejoins tout à fait, l'association de Ferris Barkas, Banlieue Climat et d'autres associations aussi font un travail formidable. Ouais. Mais on ne peut pas tout faire reposer sur elles non plus. Surtout que je crois qu'ils ont beaucoup de demandes. C'est ça. Et donc c'est aussi à nous, médias ou structures, de donner la parole à ces profils et de les mettre en avant. Et c'est vraiment une mission du quotidien. Oui. Pour terminer cet épisode, j'avais envie qu'on se projette, évidemment. Hein. C'est le but. Mais tu l'as évoqué brièvement. Mais tu as quand même parlé d'intelligence artificielle. On le voit, ça a quand même métamorphosé la façon dont on écrit, si tant est qu'on écrive encore, dont on raconte des histoires. Quelle est, toi, ta vision ? Effectivement, on pourrait en parler des heures, parce que moi, j'adore faire la prospective. Moi, je lutte pour un optimisme, quand même, dans les utopies, de façon générale, sur le terrain. Je trouve qu'on parle d'ailleurs de joie militante. J'adore ce concept, je trouve qu'il est vital. Et quand on voit des documentaires sur les zones de résistance de la Seconde Guerre mondiale, mais de plein d'autres parties, il y a toujours, d'ailleurs c'est souvent des femmes, j'en ai deux en tête, qui, quand on leur demande comment vous avez survécu, etc., elles disent c'est l'espoir. On avait des chants, on était joyeux, on n'a jamais perdu ça dans l'horreur. Et je pense que cette joie militante, elle va être nécessaire. Et je trouve qu'elle se développe. Moi, c'est quelque chose que je vois et qui me donne vraiment beaucoup d'espoir. Rien que dans le fait de manifester, il y a des plus jeunes qui ont pris la place et qui font ça de façon... je me souviens plus du collectif, c'est Boom Boom. Planète Boom Boom. Ouais, c'est ça, Planète Boom Boom. Je trouve que c'est super intelligent, en fait, de replacer la joie au sein de la lutte, parce que ça donne de l'endurance, ça fédère, ça redonne beaucoup d'espoir, ça permet de se projeter. Donc déjà, cet ingrédient, comme l'imagination, c'est un muscle, hein, parce que surtout avec les informations actuelles, il faut développer son optimisme, mais on vit aujourd'hui dans les fragments utopiques d'hier, on l'oublie aussi. Il y a un chercheur qui disait, quand Barack Obama a été élu, c'est probablement une des plus belles utopies. Si on se replonge quelques décennies auparavant, il y a des choses remarquables qui se passent, qui sont complètement inabouties, qui doivent se poursuivre, mais à nous, dans le présent, de construire notre futur. Donc, je reste optimiste. L'intelligence artificielle me fait plus peur qu'autre chose. Là où tout le monde y va, j'ai l'impression, de façon très rapide et sans forcément beaucoup se poser de questions. Elle me fait peur comme toute personne qui est pas mal biberonnée à la science-fiction. C'est un peu le lien de toute dystopie. Mais je suis aussi assez confiante sur, en ce moment, le besoin de reconnexion.
des citoyennes et des citoyens. En fait, on a tellement été connectés à des écrans qu'on revient à une volonté de se retrouver, de créer des actions ensemble. Et ça va être une force immense. Je crois aussi que on va forcément passer par en fait, notre récit dominant se fracture. Ce qui va venir avec de la violence, mais ce qui est aussi un signe magnifique de réinvention. Donc là, on arrive sur des moments qui sont assez difficiles, qui vont se poursuivre. À nous de garder notre joie, à nous de créer ces récits justes et durables, diversité aussi, pour changer le futur. Et en réalité, on n'a pas de fatalisme, tout se transforme. Je pense aussi au vivant, parce qu'on parle beaucoup de l'humain, mais je pense que c'est une intuition pas du tout scientifique que je vais dire là, mais je pense que l'organisation des vivants est bien plus intelligente que ce qu'on pense. Et je crois pas qu'ils vont laisser ce récit se poursuivre comme il prend forme aujourd'hui. Donc, se reconnecter au vivant, chercher des formes de lutte collective, peut-être aussi interespèces, s'inspirer des vivants qui ont trouvé un équilibre de plusieurs millions d'années. Nous, on est tout nouveau, donc s'en inspirer. Et l'intelligence artificielle, moi, mon message, c'est d'y aller avec prudence. De toute façon, c'est pas bon d'un point de vue environnemental. Donc, si c'est pas un besoin, est-ce qu'on doit vraiment y aller ? Est-ce que la productivité, on n'en a pas marre aussi ? Est-ce qu'il faut pas ralentir ? Est-ce qu'il faut pas se reconnecter à l'essentiel ? Et du coup, on est en train de construire aujourd'hui déjà des récits alternatifs. Donc, à nous de les porter fort, de réussir à s'organiser, ça va être important, et d'imposer nos récits parce qu'ils font vachement plus envie que des récits dystopiques, musquiens, comme on peut voir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces mots d'espoir. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir au micro et je pense qu'on l'aura bien entendu. Mais continuons à muscler notre imagination. Merci Laureline. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.